Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de PSG Angers demain au Parc des Princes. Les retours de Messi après sa Coupe du Monde et Neymar après sa suspension contre Strasbourg. Quatrième match depuis la reprise pour les Parisiens après celui contre Strasbourg, victoire à l'arraché où il faut le carton rouge de Neymar pour que tout le monde se remette un petit peu à l'endroit et finisse bien son match. Lens où on s'est fait bousiller dans tous les compartiments du jeu et de la première à la dernière minute. Et après Châteauroux, effectif très remanié, victoire pareil dans les derniers instants avec 20 minutes de maîtrise sur la première mi-temps, un gros moment de flottement et puis une fin de match plutôt maîtrisée avec des entrées qui ont fait du bien. Notons par exemple Sergio Ramos, axe gauche. Évidemment, on va revenir sur cette question de l'inversion des rôles dans notre charnière centrale qui n'y est pas vraiment depuis le début de saison, le retour à 4 et plus particulièrement depuis le retour de la Coupe du Monde. Marquinhos a eu un traumatisme absolu avec le Brésil. Ramos, lui, n'a rien eu. Son traumatisme, c'est de ne pas avoir été sélectionné avec l'Espagne. Et il symbolise bien un paradoxe immense dans ce PSG post-Coupe du Monde, à savoir les joueurs qui n'étaient pas mondialistes sont pas bons. Reviennent, sont pas du tout dans le coup. Fabian Ruiz n'est pas du tout fort au duel. Techniquement, il est un petit peu à l'ouest et globalement, depuis sa blessure début novembre, c'est très compliqué pour lui. Marco Verratti, pareil, il n'a pas eu de Coupe du Monde et ses matchs sont franchement compliqués. Il est forfait demain contre Angers, même s'il y a un choix tactique de Galtier qui les explique évidemment. Mukiele est un peu l'exception qui confirme la règle parce que lui, en tout point de vue, physique, technique, athlétique, rythme, il est là bien évidemment. Et Ramos, qui est par exemple complètement à la rue sur le deuxième but des Lensois il y a une semaine et demie. Bref, le PSG qui va donc se présenter avec un groupe qui compte 5 Titi, Ayman Kari, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Garbi, El Shaddai Bichabu et évidemment Ousni qui était entré contre Châteauroux. Il y en a un sur les 5 qui pourrait démarrer, évidemment c'est Zaïre-Emery. Galtier en a fait l'éloge en conférence de presse aujourd'hui et il a aussi annoncé les forfaits. Commençons par là. Marco Verratti d'abord, le quadriceps droit. Alors on ne sait pas trop la durée d'indisponibilité, le club a juste dit qu'il y aurait un point fait dans 48 heures. Évidemment, c'est notre pôle de créativité. J'ai même pas envie de dire préférentiel puisque c'est quasi notre seul pôle tout simplement, unique pôle de créativité. Contre Lens, Galtier fait le choix de le faire jouer plus haut, de mettre Danilo en sentinelle et c'est un choix qui a été désastreux puisque Danilo fait une prestation très compliquée en déficit technique face à la pression de Lens et Marco Verratti bien évidemment trop haut, sevré de ballons et au duel aussi. Ça, c'est de son ressort, et bousculé bien évidemment. Un choix qui n'a pas été changé sur le match, donc manque de pragmatisme, de remise en question peut-être aussi par Christophe Galtier. C'est un enjeu que j'ai ciblé pour le match de demain, le poste de sentinelle. Bon, du coup, Marco Verratti te resserre l'étau, bien évidemment, mais se pose aussi la question de Danilo qui a fait une très grosse première partie de saison et là, depuis son retour, c'est compliqué. Contre Lens, il a fait un très mauvais match. Alors oui, il a eu une blessure, mais attention, je pense qu'il y a aussi la question du rôle et de la position dans la structure qui peut se poser. Bon, Mbappé et Hakimi seront de retour jeudi visiblement à l'entraînement, donc on pourra compter sur eux dimanche contre Rennes. Ça va être un vrai choc contre Rennes. Demain contre Angers, c'est cool, il y a le storytelling Messi-Neymar. Je pense qu'on va du coup réussir à se créer un peu plus d'occasions parce que la production offensive, on pourrait dire le PSG est nul défensivement, Bernat est pas bon, la charnière centrale est complètement à l'ouest, mais il y a aussi quelque chose à pas négliger, c'est la production offensive qui a complètement chuté. C'était vraiment le truc qui était le point fort du PSG sur cette première partie de saison. C'est ce qui a caractérisé le système à 3. On a réussi à le garder même si on a un petit peu baissé avec le 4-4 de Losange, globalement, on se crée un nombre d'occasions qui était quand même énorme. Et on pouvait même regretter un manque de réalisme et des périodes où on marquait qu'un, 2 buts par match. Là, on marque 2 buts contre Strasbourg, 1 contre Lens, 3 contre Châteauroux, et tu te dis que en fait, c'est des buts qui sont complètement surévalués. Sur le contenu, contre Strasbourg, est-ce que tu as plus de 2 occasions franches? Tu vois ce que je veux dire? Que les buts. Renato est encore forfait, donc lui, sa blessure en match amical, ça lui aura valu quasi un mois, puisqu'il devrait revenir contre Rennes dimanche. Pareil, un non-mondialiste. Alors lui, ça a dû lui mettre un coup, parce que tout portait à croire qu'il allait être
sélectionné avec le Portugal, même si depuis son arrivée au PSG, il jouait un petit peu moins, il était quand même apprécié de son sélectionneur et il apportait quelque chose dans son effectif portugais. Et au final, bah, il revient même pas de la Coupe du Monde puisqu'il réussit à se péter en match amical. C'est vraiment très compliqué. Des matchs amicaux où il n'a pas forcément été exceptionnel. Voilà pour les forfaits. Zaïre Emery, du coup, Galtier a dit qu'il était capable de démarrer en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions, et que les plus grands joueurs de l'effectif étaient d'accord avec le staff sur le fait qu'il est exceptionnel, ce garçon. Donc ça fait plaisir, on avait évidemment très envie de le revoir demain. Lui et sa carrure d'homme à peine 17 ans, ses qualités techniques, de projection, le fait qu'il n'ait pas peur d'aller au duel, qu'il apporte un petit peu de verticalité et bien évidemment de la fraîcheur parce qu'il est capable de bouger, de faire des différences aussi dans les 1 contre 1 par rapport à des Ruiz, Vitinha qui paraissent complètement amorphes, et plus haut, Sarabia, qui contre Châteauroux dribble même pas un joueur, je crois, donc c'est très compliqué. Nuno Mendes, ça c'est une bonne nouvelle, il est encore à l'entraînement collectif, il a repris il y a quelques jours, peut-être, samedi on aura une bonne nouvelle, et il sera dans le groupe pour Rennes. Je sais pas, hein, c'est moi qui parle, mais franchement, ça fait, je crois, 3-4 jours qu'il a repris l'entraînement collectif. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Tant, évidemment, on en a besoin, parce que en termes de percussion, bon, on a Mbappé, et derrière, personne, si ce n'est Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Voilà. Et bien évidemment qu'en termes de mercato, eh ben, il faut recruter ce genre de joueurs. Bref, Neymar a repris cette semaine. Neymar, alors, son match contre Strasbourg, c'est dommage parce qu'il y a la suspension. Et ok, tu peux dire Clément Turpin, cowboy, je suis d'accord. Mais en 2 minutes, faire les 2 trucs qu'il fait, prendre un jaune et juste derrière la simulation qui est tout bonnement honteuse, bien évidemment, mais il pète un plomb Neymar en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, sur le reste de son match, c'était quand même très bon. Sa première mi-temps était vraiment excellente pour Neymar et ça m'avait fait plaisir de le voir à un tel niveau. Après, on le rappelle, ce qui constitue l'échec de sa carrière, bien évidemment. Voilà. Alors, il n'est pas allé faire la fête au Brésil pour le Nouvel An, il n'est pas allé aux funérailles de Pelé, il s'est concentré sur le PSG, il a fait une vidéo sobre pour fêter la nouvelle année, il disait qu'il était concentré sur ses objectifs avec le PSG, donc ça fait très plaisir, et donc on a hâte de voir demain ce qu'il va donner avec Messi, et bien évidemment voir si dans les semaines à venir, parce que le sas de décompression d'après Coupe du Monde, il n'arrive pas forcément instantanément, tu vois. Ça peut être quelques semaines après. Et là, on va voir, par exemple, avec la tournée au Qatar et en Arabie Saoudite, après, comment les joueurs vont revenir, l'enchaînement de février, comment ça va un petit peu se passer. Et puis Kimpembe, lui, il alterne séances individuelles et en salle. Pour l'instant, pas d'entraînement collectif. On rappelle qu'il vise le retour à la fin du mois. Et honnêtement, je le regrette beaucoup, beaucoup. Plus les matchs avancent, plus je me dis, bordel, pourquoi il est sur une jambe depuis 5 mois? Parce que on a cruellement besoin de ce défenseur qui défend en avançant et qui apporte de l'agressivité, qui joue quand même les duels tout simplement. Parce que là, tout le monde fuit les duels. Ramos parce qu'il a 37 balais, Marquinhos parce que c'est son jeu, ça a toujours été ça, Bernat parce qu'il est petit, au milieu de terrain, pareil. Donc c'est vraiment très, très compliqué. Bon, demain, évidemment, j'attends plus de production offensive. Défensivement, il faut aussi mieux gérer la profondeur. Si Angers imprime un pressing, à essayer de le contrer et de ne pas être mis à mal sur les relances adverses comme on l'a été contre Châteauroux qui, de leur côté, ont affiché un très joli niveau technique vendredi soir. Pour de la Nationale 1, c'était quand même très beau, j'ai dit dans mon débrief. Je le répète encore. Non pas que j'y ai habité pendant 6 ans, mais dans tous les cas, voilà, j'espère que sur les phases de relance adverse, on sera un petit peu plus concerné, présent, mentalement, athlétiquement, physiquement. Et c'est pourquoi je vais vous proposer donc ma composition pour demain avec Donnarumma dans les cages. Bon, lui, il va falloir... j'ai vu un truc, alors c'est pas la référence, c'est Pierre Ménès, mais il est passé sur les réseaux où il a dit que c'était encore un choix frauduleux parce qu'il avait des défauts. Bon, il est dans son registre, bien évidemment, il a toujours été soit tout noir, soit tout blanc, Pierre Ménès. C'est ce qui a fait son fonds de commerce et qui fait qu'il est très clivant et que la majeure partie des gens ne l'aiment pas, moi compris hein, pour ce qui s'est passé. Hein. Je le cite parce que c'est le seul qui parle de Donnarumma en ce moment. C'est pas celui qui est au top du calendrier médiatique, Donnarumma, mais
même si sa déclaration n'est pas du tout maîtrisée, il y a quand même une part de vérité derrière parce que faut qu'il bosse absolument dans les airs, bien évidemment. Hein, sur sa ligne, il est très bon, mais dans les airs et à la relance, il faut qu'il progresse. Faut qu'à la fin de la saison, on dise Donnarumma a progressé sur ce qui était ses défauts au début de la saison. Parce qu'il est jeune, parce qu'on est le PSG et on ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui stagnent. C'est comme Vitinha. On ne peut pas rester sur ces standards statistiques où il ne se projette pas, il ne fait pas de passes progressives, il n'est pas décisif à proprement parler sur la production d'occasions et de buts. Il faut que nos joueurs progressent, et encore plus nos jeunes. Voilà. Déjà qu'en plus, on a dans l'effectif des trentenaires qui nous font chier, qui vont revenir l'été prochain, Icardi, Herrera, Draxler. Si en plus nos jeunes ne progressent pas, c'est compliqué. Donc voilà, Donnarumma, attention, une petite piqûre de rappel. Mukiele, évidemment, latéral droit. Alors, je pense que Galtier va continuer avec son 4-4 de losange parce qu'il prépare le match contre le Bayern. Mais encore une fois, la composition que je vais vous donner, imaginez-la à 3 derrière avec Danilo qui est entre Marquinhos et Ramos, qui compose donc ma charnière centrale, Mukiele à droite. Marquinhos à droite aussi et Ramos à gauche parce que ça, c'est évidemment une aberration totale, cette espèce d'inversement des rôles. Il n'y a rien qui est compréhensible en fait. Dans le système à 3, ok, on pouvait comprendre. Mais là, c'est pas possible. Il n'y a aucune excuse à Galtier. Ramos doit être à gauche parce qu'il apporte beaucoup plus à la relance. Il est beaucoup plus à l'aise pour appréhender les duels et dans la lecture du jeu. Et puis Marquinhos, bon, le côté droit, ça a toujours été son côté préférentiel en fait. Voilà, mettons-le sur son bon pied puisque même lui réussit à faire de meilleurs ballons pied en rupture quand il est sur ce côté-là. Bernat à gauche, pas trop le choix. Il a marqué vendredi. Espérons que ça lui donne de la confiance pour qu'il ait sur toute la durée d'un match, un petit peu plus d'impact physique. Bon, physiquement, je ne sais pas parce qu'il est petit, mais athlétiquement, oui, pour les courses. Et techniquement, bien évidemment, parce que c'est quand même la première de ses qualités, échanger dans les petits espaces. À la relance, peut-être qu'il apporte aussi. Et puis défensivement, qu'il soit un petit peu moins pris dans son dos. Au milieu de terrain, donc je mets Danilo. Je pense que Galtier le mettra point de basse. Mais moi, je le mets en défenseur central système à 3, hein, je l'ai dit après la défaite contre Lens. Je pense qu'aujourd'hui, la clé... Alors oui, il faut prendre en compte le fait qu'on est post-Coupe du Monde. C'est un retour. Tu as des joueurs qui sont peut-être pas encore revenus de la Coupe du Monde. D'autres qui peinent physiquement parce qu'ils ont eu un mois et demi de trou. Globalement, un creux entre tes titulaires et tes remplaçants qui est bien trop grand pour que, lorsque tes remplaçants sont là, comme sur les 3 derniers matchs, tu puisses rendre un contenu assez qualitatif. Là, on va retrouver nos titulaires, donc forcément, l'équipe va prendre un petit peu plus de sens et les contenus seront un petit peu plus propres, bien sûr. Mais je pense que ça n'enlève pas le fait que ce 4-4 de losange, voilà, a atteint ses limites et que le système à 3 est quand même beaucoup plus sûr pour gérer la largeur, la profondeur et avoir une meilleure production offensive. Même nos milieux, je pense que ça les met dans de meilleures dispositions. Parce que si tu fais ton 4-4 de losange pour mettre Danilo point de basse et Verratti relayeur gauche et qu'au final ton équipe soit complètement coupée en deux, ça sert à rien. Si en plus tu rajoutes Vitinha qui est paumé dans ce système, ça sert à rien. Revenons à 3 où Vitinha est vraiment très très bon pour combler et créer des espaces pour Neymar et Messi, courir aussi pour combler, faire du contre-pressing, et où Verratti est en sur-régime, mais on l'a vu là, il était relayeur, bam, il se pète dans le 4-4 de losange, alors que dans le système à 3, il a tenu pendant 2 mois en enchaînant et sans se blesser. Bref, Vitinha, je le titularise. J'ai hésité avec Ruiz parce que Vitinha a enchaîné les 3 matchs en tant que titulaire. Ruiz est rentré contre Châteauroux mais n'a pas démarré. Bon, allez, je fais démarrer Vitinha parce qu'il a globalement fait quand même un bon match contre Châteauroux. Essayons de le faire enchaîner après cette période difficile. Il a plutôt bien apporté offensivement. Donc voilà, là je lui demande d'être présent, même si les retours de Neymar et Messi le barrent. C'est aussi un gros problème au PSG. Et voilà, avec la MNM, c'est évident que ton milieu de terrain, il joue pas sur ses qualités. Parce que la première mission, c'est combler, contre-presser derrière les 3 de devant. Donc Vitinha, Warren Zaïre-Emery, je titularise, voilà, il mérite. Et puis, bien évidemment qu'il apporte plus qu'un Fabian Ruiz, peut-être même aussi un Vitinha. Voilà, donc Danilo, Vitinha, Warren Zaïre-Emery au milieu, et puis devant, bien évidemment, Ekitike en 9, Ekitike qui progresse, je trouve, hein, dans un rôle qui est un petit peu contre nature pour lui. Pareil, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se déplacer, décrocher, aller sur le côté gauche. Problème au PSG, le côté gauche, il est occupé par Neymar, Mbappé, Nuno Mendes quand il est là. Donc, en plus, on a besoin d'un numéro 9 qui apporte de la présence fixe
la charnière adverse, donc il est cantonné à ce rôle qui l'éloigne un petit peu de la structure, tu vois ce que je veux dire. C'est pas du tout sa nature, Ekitike, mais il s'y fait plutôt bien. Il décroche bien techniquement, il a marqué surtout, donc il est en confiance, en plus d'une passe décisive pour Renato Sanchez contre Auxerre avant la Coupe du Monde, et une implication sur le but, le second de Nuno à la Juventus, pareil, début novembre. Donc je le titularise, j'espère que demain il va encore enchaîner. Là il aura quand même les caviars de Neymar et Messi du coup que je mets à ses côtés, Messi sur le côté droit, Neymar plus à gauche, les deux très très proches dans les demi-espaces, limite dans l'axe. Écoutez, éclatez-vous, on a hâte de voir Lionel Messi revenir dans cette équipe parce qu'évidemment qu'il est très 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 important pour la création d'occasions, faire jouer ses partenaires bien sûr, même s'il ne court pas. En Ligue 1, ça se ressent pas, évidemment, son volume de jeu moindre, c'est plus en Ligue des Champions que ça pose des problèmes, et puis son âge aussi sur sa capacité à jouer sur toute la durée d'un match. Donc voilà, profitons bien évidemment, la prolongation va arriver, on espère qu'il n'aura pas de décompression après sa Coupe du Monde. Et puis Neymar, écoutez, qu'il refasse un match comme sa première mi-temps contre Strasbourg, à savoir assez propre, et qui élimine surtout des joueurs dans les 1 contre 1. Parce que franchement, là, il n'y a plus personne qui est capable d'éliminer. Même Mbappé n'a pas éliminé. Lui, c'est parce que, justement, c'est pas des 1 contre 1 qui jouent, c'est plutôt des 3 contre 1, puisque les adversaires jouent sur le numérique pour le bloquer, en plus de bien nous presser, ce qui fait que, évidemment, on ne l'attrape pas, Mbappé. Voilà pour ma composition. J'aimerais juste terminer avec des chiffres. Voilà, il y a un article qui a été publié sur les données financières du PSG qui sont records en matière de pertes sur l'exercice 2021-2022. 370 millions d'euros de pertes pour le PSG sur le dernier exercice comptable. C'est absolument énorme. À titre de comparaison, en 2019-2020, c'était 124 millions. Et en 2020-2021, 224. Là, la masse salariale, elle est à plus de 700 millions. Elle a pris 45% cette saison. Alors évidemment, il y a la prolongation de Mbappé qui est là-dedans, les recrutements que tu as ajoutés, surtout sans vraiment éliminer les salaires de tes partants, de ta masse salariale, puisque la plupart, ils sont en prêt et tu prends une majeure partie du salaire. Voilà, comme Draxler par exemple. Pourquoi autant de pertes? Déjà, on s'est fait éliminer en 8e de Ligue des Champions, donc on a eu moins de revenus de droits télé par rapport à la demi-finale contre City et la finale contre le Bayern en 2020. On a eu que 140 millions de droits télé, c'est une baisse de 31%. La billetterie du parc, elle rapporte 130 millions au club, donc c'est pas trop mal encore une fois. Et les sponsors, 400. Voilà. Donc de l'autre côté de la balance, c'est aussi quand même des chiffres qui sont à mettre en avant, même si on est sous le coup du fair play financier. Et que tout ça, évidemment, explique le fait qu'on n'a pas de sous pour faire un mercato cet hiver et qu'on cherche un petit peu à vendre 15% du capital pour injecter des liquidités dans ce club, bien évidemment, pour combler et investir un petit peu sur le mercato. Ça rejoint ce que je disais hier sur Unai. Campos qui fait fuiter l'information comme quoi on s'y intéresse plus parce qu'on veut faire jouer nos jeunes. Évidemment que c'est un petit peu de la démagogie en se mettant l'opinion publique dans la poche, en faisant entendre aux supporters ce qu'ils veulent entendre, alors que la réalité c'est que Unai, si on le fait pas, c'est évidemment parce qu'on n'a pas de sous, c'est pas parce qu'on veut faire jouer nos jeunes. Avec toutes les blessures de Renato Sanchez, c'est évident qu'il y a un profil de milieu de terrain précis à aller chercher sur le marché des transferts. Voilà, parce que il faut aussi faire un bon qualitatif dans ce secteur. Bref, c'était le sujet de la vidéo hier. Et enfin, QSI a compris. Aussi, on peut tirer de ces chiffres, faire une corrélation avec les infos qui disent que ils cherchent à investir de manière minoritaire dans un club de première ligue. United, Liverpool et surtout Tottenham ont été cités. Voilà. Alors, je ne pense pas que c'est synonyme de désengagement par rapport au PSG. Je ne fais pas partie des gens qui sont défaitistes là-dessus, mais je pense très sincèrement qu'ils ont vu que s'ils veulent faire de l'argent et être un petit peu plus sains, c'est pas ce qu'ils veulent faire de l'argent. Ok, ils utilisent ça en soft power, mais à un moment donné, ton soft power, si tu veux le traduire en matière de performance, il faut qu'il y ait des retombées derrière dans l'équation qui sont plutôt bonnes. En première ligue, et évidemment, c'est pas la Ligue 1. Ils ont vu qu'au PSG, tu te frotteras au contexte national qui est un boulet complètement. La Ligue 1, le foot français, et puis aussi les charges de l'État français, bien évidemment, qui t'aident pas. Alors qu'en première ligue, là, voilà, c'est la Super League. Tu as encore Chelsea qui fait roi au Félix à quasiment 20 millions d'euros pour un prêt de 6 mois. C'est complètement délirant. Bref, bonne soirée à tous. Ciao les amis. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve demain, bien sûr, pour le débrief de PSG Angers. Ciao.